conférence aujourd'hui sur ces recours extraordinaires méconnus. On va discuter avec vous des principes afférents, des différents types d'injonctions qui ont été présentés là, dans la présentation, en essayant d'illustrer ça avec des cas pratico-pratiques et des bonnes pratiques là, à adopter devant les tribunaux. C'est quoi une injonction? Eh bien, c'est un recours extraordinaire qui est utilisé pratiquement dans tous les domaines du droit. L'injonction, c'est une ordonnance de la Cour supérieure ou l'un de ses juges créant une obligation de faire ou de ne pas faire et ou de cesser de faire quelque chose. L'injonction est de compétence de la Cour supérieure, prévue par l'article 509 du Code de procédure civile, donc ordonnance de la Cour supérieure de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé. Il peut être de type mandatoire, donc un ordre de la Cour de faire quelque chose, ou prohibitive, un ordre de la Cour de ne pas faire quelque chose. À titre d'exemple, dans l'arrêt R contre Société Radio-Canada, la Cour d'appel, la Cour suprême, pardon, est venue dire qu'il faut déceler l'essence de ce qui est recherché à la lumière des circonstances particulières de l'affaire et déterminer quelles risquent d'être les conséquences pratiques de l'injonction. Dans ce dossier-là, on tentait de faire retirer des commentaires ou un article qui était sur un site web de Radio-Canada. Et la Cour est venue dire, ben, il y a une double vocation à cette injonction-là. Elle est prohibitive pour le futur, donc éviter de reproduire ce contenu-là, mais elle est également mandatoire pour enlever le contenu qui était présent sur le site web au moment où l'ordonnance a été rendue. Caractère exceptionnel, s'il y a une chose qu'il faut retenir de la formation aujourd'hui, c'est que les recours qui seront présentés sont des recours extraordinaires, mais de nature exceptionnelle. Comme l'a rappelé à juste titre en l'an 2000 la Cour d'appel dans Aubu contre Québec, même si les justiciables utilisent régulièrement le recours à l'injonction interlocutoire, cette procédure reste exceptionnelle puisqu'elle entraîne une ordonnance de faire ou de ne pas faire sans le bénéfice d'une preuve complète. Les tribunaux doivent donc utiliser ce pouvoir exceptionnel avec beaucoup de prudence et éviter de percevoir le recours à l'injonction à cause de son utilisation répétée comme une procédure ordinaire. Lorsqu'on se présente devant un juge de la Cour supérieure pour requérir une injonction, on le sent bien que c'est un recours extraordinaire. Il faut avoir fait ses devoirs, il faut être prêt. N'émettra pas à la légère un juge de la Cour supérieure une injonction. La sanction du non-respect d'une injonction, c'est prévu aux articles 58 et 62 du Code de procédure civile. Donc, une personne qui contrevient à une injonction, c'est passible d'un outrage au tribunal. Le non-respect de l'injonction peut aller jusqu'à l'emprisonnement pour outrage civil, qui reste une mesure exceptionnelle de dernier recours et qui sera utilisée lorsqu'une personne refuse de respecter le caractère de l'injonction. Un exemple qui a fait les manchettes au cours des dernières années, c'est dans l'affaire Lacroix contre l'Autorité des marchés financiers. La Cour d'appel, dans ce dossier-là, avait réduit la durée d'emprisonnement qui avait été octroyée en première instance de 6 mois à 2 mois pour un individu qui ne respectait pas la nature de l'injonction qui avait été émise et avait modifié une conclusion pour ordonner au défendeur Dominique Lacroix de comparaître devant le tribunal le 15e jour suivant la date du présent arrêt, puis selon une périodicité à être fixée pour expliquer au tribunal s'il entendait obéir ou pourquoi il n'obéissait pas aux ordonnances de la Cour supérieure. Donc, il faut laisser la chance à une personne qui refuserait sciemment de respecter une ordonnance d'injonction, de se représenter devant la Cour jusqu'à temps qu'il accepte, le cas échéant, pardon, de respecter le recours ou l'ordonnance d'injonction émise par le tribunal. Fait qu'on voit que ces recours-là ont des conséquences lourdes pour une personne qui ne respecterait pas l'ordonnance qui serait rendue par la Cour supérieure. D'autres éléments importants à garder en tête pour être en mesure d'aller à la Cour et demander une ordonnance d'injonction, ben, premièrement, il faut avoir l'intérêt suffisant en vertu de l'article 85 du Code de procédure civile, donc un intérêt juridique né actuel, direct et personnel. Évidemment, un OBNL, à titre d'exemple, pourrait avoir l'intérêt personnel. On l'a vu récemment là, dans les derniers jours dans le dossier Norvolt, et je crois que c'était le regroupement québécois en matière d'environnement, a présenté une demande d'injonction. Donc, ça peut s'étendre à plus que l'individu ou la personne morale, mais il faut avoir un intérêt. L'épuisement des recours également est très important. Il faut qu'il y ait une inexistence d'un autre recours. Donc, si on a un droit d'appel, si un mécanisme administratif
hormis pour l'injonction permanente, on y reviendra, ben, il faut avoir épuisé ces recours-là avant d'aller devant la Cour supérieure pour requérir l'ordonnance d'injonction. Autre élément, la théorie des mains propres. C'est un principe de common law qui est importé et qui est quand même appliqué relativement souvent là, dans la jurisprudence québécoise, qui est parfois mis de côté, mais c'est un élément considéré parmi plusieurs autres. Donc, la personne qui se représente qui se présente devant la Cour pour obtenir une ordonnance d'injonction doit elle-même avoir respecté ses obligations. Elle ne doit pas être en défaut, elle ne doit pas avoir commis d'actes frauduleux, répréhensibles ou relevant de la mauvaise foi. Donc, c'est un élément, évidemment, qui va être regardé par la Cour supérieure avant d'émettre l'injonction. Également, la théorie du délai raisonnable. Le principe de common law, c'est une analyse au cas par cas. Évidemment, il faut avoir su agir en temps opportun. On présentera l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, où là, il y a une urgence d'agir. Évidemment, si c'est une situation qui perdure depuis des mois, et là, on se présente devant la Cour en alléguant une urgence, on risque de se faire revirer, permettez l'expression, en n'ayant pas respecté la théorie du délai raisonnable. Donc, c'est des éléments importants à tenir en compte lorsqu'on va vouloir aller présenter un type d'injonction, un des types d'injonction qui sera présenté aujourd'hui. Le premier type d'injonction qu'on veut présenter, c'est l'injonction de type Norwich. Je cède la parole à ma collègue Victoria pour vous présenter ce type d'injonction. Merci Mathieu. L'injonction de type Norwich, de quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit d'un recours issu de la common law portant le nom d'une décision rendue par la Chambre des Lords du Royaume-Uni en 1973, à savoir l'affaire Norwich Pharmaceutical contre Commissioners of Customs and Excise, qui a été importée au Canada par la Cour d'appel fédérale et au Québec en 2013 par la Cour d'appel dans l'arrêt Fers et métaux contre Picard. C'est une ordonnance d'injonction de nature interlocutoire régie par l'article 511 du Code de procédure civile qui vise à obtenir de l'information essentielle détenue par un tiers avant qu'une action soit intentée contre ce tiers pour permettre à la partie requérante d'obtenir de l'information afin d'identifier qui est le fautif. C'est le cas, par exemple, d'une injonction de type Norwich qui serait recherchée à l'encontre d'une institution financière auprès de laquelle des fonds frauduleux seraient détenus. C'est une mesure qui est utilisée dans divers domaines du droit, notamment en matière de fraude financière, de droit de la propriété intellectuelle et de droit des médias sociaux. Et généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais en raison de la nature de l'injonction qui vise à identifier le fautif, une tierce partie, elle sera demandée, adressée à la Cour de manière ex parte. Quelles sont les conditions qu'on doit rencontrer pour que le tribunal fasse droit à une injonction Norwich? D'abord, l'existence d'un reproche à l'égard de l'auteur inconnu du préjudice dont on recherche l'identité. Il faut être capable de présenter une preuve suffisante pour démontrer à la Cour que l'on a une réclamation valable et raisonnable à intenter contre le fautif. Dans un second temps, la personne de qui on recherche l'information, dans mon exemple de tout à l'heure, par exemple, une institution financière. Donc, cette entité-là doit avoir quelque chose à voir avec le litige, doit détenir l'information et non être un simple spectateur dans l'histoire. Troisièmement, la personne de qui on recherche l'information doit être la seule source raisonnable de renseignements pour qu'on puisse obtenir l'information en question. Et il y a une compensation dans un quatrième temps qui doit être proposée pour permettre à l'identité partie de respecter l'ordonnance et de fournir l'information en sus des frais de justice, par exemple les frais de recherche qui seraient engagés pour vérifier, trouver l'identité
de la personne que l'on souhaite identifier. Et enfin, l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect à la vie privée. Exemple issu de la jurisprudence, groupe de sécurité Garda contre Snyder. Le groupe de sécurité Garda, dans cette affaire-là, demandait la permission d'appeler à la Cour d'appel d'un jugement de la Cour supérieure autorisant l'injonction Norwich et ordonnant à Garda de communiquer à Julie Snyder l'identité de la personne l'ayant mandatée pour la suivre, donc qui avait confié le mandat de filature à Garda, dans le but que Mme Snyder puisse intenter une injonction contre cette personne-là ou encore un recours en dommages-intérêts. Devant le juge Mainville en appel, Garda plaide que l'émission de l'injonction Norwich contourne les règles habituelles de communication de la preuve et l'empêche de débattre des raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être contrainte de dévoiler l'identité recherchée. Le juge a rappelé le caractère discrétionnaire de ce type d'injonction obtenue de façon ex parte. Ce n'était pas le cas ici, mais de façon générale, c'est le cas. Pour reprendre les 5 critères dont on a discuté il y a quelques minutes. Le juge a ici conclu que les critères étaient rencontrés. Donc, la seule façon pour Mme Snyder d'identifier qui était caché derrière John Doe était que Garda lui fournisse cette information-là pour lui permettre d'introduire un recours ultérieurement contre cette personne-là et la permission d'appeler a été rejetée. Le juge a rappelé que cette ordonnance d'injonction de type Norwich permet justement une justice efficace et expéditive lorsque les circonstances s'y prêtent et il a conclu que de telles circonstances existaient en l'espèce. Prochaine application jurisprudentielle, la décision Société québécoise des infrastructures contre Jean Veilleux. La SQI a contracté avec une entreprise de construction pour un projet d'agrandissement et de rénovation d'un hôpital sous sa gouverne. Et le co-contractant ayant été victime d'un piratage informatique, les coordonnées bancaires ont été modifiées de sorte que les paiements effectués par la SQI ne l'ont pas été en faveur du véritable co-contractant, mais plutôt dans des comptes bancaires détenus par des entités frauduleuses. Et la juge Soldevilla a ici rappelé que les 5 critères étaient rencontrés et elle a fait droit à l'ordonnance d'injonction Norwich. Dernière affaire dont je veux vous parler aujourd'hui en lien avec l'injonction Norwich, Pomerleau contre Facebook. Dans cette affaire-là, Pomerleau recherchait une injonction Norwich de la part de la plateforme Cloudflare qui hébergeait le groupe dit son nom pour qu'elle lui communique l'information lui permettant d'identifier l'identité des utilisateurs malveillants ayant publié des propos diffamatoires à son égard. Après l'analyse, en fait, dans le cadre de son analyse, la juge Ouellette conclut que le premier critère est rencontré. Donc, un recours en dommages pourrait être introduit ultérieurement contre les utilisateurs malveillants. Dans un second temps, bien effectivement, la défendresse Cloudflare héberge le groupe dit son nom. Il y avait des recherches qui avaient été effectuées par M. Pomerleau pour obtenir l'identité de ces personnes-là en mandatant un expert informatique qui n'avait pas été en mesure de retracer l'information pertinente. Alors, Cloudflare était la seule source pratique de renseignements.
Et il y a eu un engagement qui a été déposé par M. Pomerleau pour dédommager Cloudflare pour la recherche d'informations. Et enfin, donc le cinquième et dernier critère était aussi rencontré, le tribunal concluant que l'intérêt public ici d'identifier le fautif primait sur les politiques de protection des renseignements personnels et le tribunal a fait droit à l'injonction de type Norwich. Mathieu, je te laisse maintenant la parole pour nous entretenir sur l'injonction de type Mareva. Et juste avant d'arriver à l'injonction de type Mariva, peut-être un élément pratico-pratique. Lorsqu'on rédige des conclusions recherchées pour une injonction de type Norwich, normalement, avec ces recours-là, on va avoir une bonne collaboration des institutions financières, des sociétés qui hébergent les réseaux sociaux. C'est assez connu, ce n'est pas propre au droit québécois des injonctions de type Norwich. Donc, normalement, ça va assez bien, mais c'est important de s'assurer de ce qu'on recherche. Exemple, dans les conclusions de Pomerleau, on cherchait des adresses IP, la date, l'heure, le fuseau horaire, des moments de connexion, etc. Même chose pour les institutions financières. Le titulaire du compte bancaire, les documents d'ouverture de compte, vous n'aurez pas plus que ce qui est dans les conclusions du jugement. Donc, c'est important s'il y a un volet informatique, de s'asseoir avec un informaticien, s'il y a des éléments comptables avec un jury comptable, il faut être en mesure de bien définir l'objet des éléments recherchés de l'injonction de type Norwich. Ouais, d'où l'importance d'être très précis dans nos conclusions. L'injonction de type Mariva, maintenant, c'est une ordonnance d'injonction interlocutoire enjoignant au défendeur de ne pas céder, assigner ou transférer les biens exigibles ou les biens qui sont visés par l'injonction. Comme le rappelait la Cour d'appel dans Desjardins Assurance Générale contre Malo, l'injonction Mariva permet de geler des actifs visés entre les mains du possesseur, que ce soit le défendeur lui-même ou une tierce partie. Elle vise généralement les situations de fraude, de détournement, de dissipation douteuse d'actifs. Il ne faut pas la confondre avec la saisie avant jugement qui vise une personne ou un bien précis. L'injonction Mariva, qui est utilisée dans toutes sortes de domaines, que ce soit en droit commercial, propriété intellectuelle, fraude, droit maritime, etc., va viser l'ensemble des biens visés d'une personne. Les tribunaux ont qualifié l'injonction de type Mariva de l'arme atomique du droit. Donc, c'est une injonction avec de lourdes conséquences qui vont viser les biens d'une personne, peu importe où il se trouve. La présentation est généralement faite ex parte. On est souvent dans des dossiers de nature de la fraude. Donc, évidemment, on ne veut pas, avant l'exécution de l'injonction de type Mariva, alerter le fraudeur en question. Il y a même un huis clos qui est possible, qui va finir par être levé, mais qui permet de cacher, en fait, de faire échec temporairement, le mot est important, temporairement, la publicité des débats, pour évidemment ne pas alerter un fraudeur ou ses complices du recours tant aussi longtemps qu'il ne sera pas exécuté. Les conditions à l'octroi, apparence de droit, préjudice sérieux ou irréparable, balance des inconvénients et urgence. Il y a une bonne définition dans Desjardins Assurance Générale contre Québec Inc. De qu'est-ce qu'une injonction de type Mariva. Donc, elle n'emporte pas une dépossession des actifs, mais l'impossibilité pour la partie visée de s'en départir. Les ordonnances de type Mariva sont exceptionnellement utilisées lorsque, face à des comportements frauduleux, louches, déloyaux ou de mauvaise foi, il existe un risque réel de dissipation d'actifs. Donc, il va falloir expliquer à la Cour que ce n'est pas simplement des soupçons. Là. Il faut être précis, alléguer les gestes de dissipation d'actifs de la manière la plus neutre possible. Il s'agit d'une mesure contraignante ressemblant sur certains aspects à la saisie avant jugement, à la différence que cette dernière se rattache à un bien, alors que l'injonction de type Mariva, comme on a dit, se rattache à la personne. On a parlé des critères, apparence de droit, préjudice sérieux irréparable, balance des inconvénients, et il peut avoir l'urgence si on y va de nature provisoire. Puisque la demande d'injonction de type Mariva est présentée de manière ex parte, la partie demanderesse est soumise à une obligation de divulgation franche et complète. Il faut alléguer l'ensemble des actes
acte ou l'ensemble des faits à notre connaissance, absolument ne rien cacher à la Cour supérieure, puisque, évidemment, une personne qui est visée par une injonction de type Mariva peut s'adresser à la Cour pour faire casser par la suite cette injonction-là. Et si on a oublié de divulguer certains faits importants qui auraient dû être portés à la connaissance de la Cour supérieure, ça va favoriser l'idée de pouvoir casser là, cette saisie-là. Donc, obligation de divulgation franche et complète. On fait ça évidemment par des affidavits ou des déclarations sous serment, pardon, alléguées et détaillées. Donc, comme on en a parlé, le type d'injonction peut être prononcé s'il est raisonnable de craindre que le défendeur cherche à déjouer l'exécution d'un jugement éventuel par la commission d'actes trompeurs en camouflant ses biens de son patrimoine à titre d'exemple. C'est une des raisons pour laquelle l'injonction de type Mariva pourrait être accueillie. Dans la décision qui a été discutée plus tôt, Société québécoise des infrastructures contre Jean Veilleux, on demandait également l'émission d'une ordonnance de type Mariva. Comme le rappelle la juge à juste titre, l'injonction de type Mariva, tout comme la saisie avant jugement, vise à protéger les actifs du défendeur afin de permettre l'exécution d'un éventuel jugement. Elle fait également la distinction avec la saisie avant jugement. Les critères, on en a parlé, sont équivalents à ceux de l'injonction interlocutoire provisoire, paragraphe 53. Le critère du préjudice irréparable de l'injonction provisoire de type Mariva nécessite pour sa part la démonstration d'un risque réel de voir clandestinement disparaître les biens d'un débiteur potentiel, et ce au détriment du créancier qui exerce un recours contre lui. Dans ce dossier-là, évidemment, les sommes avaient été transférées dans un compte bancaire d'un fraudeur. Donc, effectivement, on avait un cas type pour l'émission d'une injonction de type Mariva. Et ce qu'a ordonné la juge au paragraphe 64 de son jugement était particulièrement habile, puisque au moment où on faisait la demande Norwich, il n'y avait pas, l'identité des fraudeurs n'était pas connue à cette étape-là. Donc, la Cour vient dire, dans ces circonstances, et vu les conclusions du tribunal à l'égard de l'ordonnance Norwich qui sera accueillie, il paraît prématuré d'accorder l'injonction de type Mariva à l'endroit des véritables détenteurs du compte de banque TD. Cette information n'était tout simplement pas disponible, donc la conclusion ne pouvait pas revêtir un caractère exécutoire. Donc, en ordonnant l'injonction de type Norwich, l'information sur les réels détenteurs des comptes de banque a été connue pour par la suite pouvoir obtenir une injonction Mariva qui les visait. Ça arrive parfois, en fait souvent, je dirais même dans les cas de fraude, les deux recours seront joints. Il n'y a rien qui empêche de joindre une saisie avant jugement à une injonction de type Mariva à une Norwich. On le voit couramment. Élément intéressant, les injonctions de type Mariva, comme le rappelle la Cour d'appel dans des jardins assurances générales contre Malo, ordonnent à une personne de ne pas disposer des biens. Elles sont dirigées contre une personne et non à l'égard de l'immeuble. Donc, on vise une personne et elle ne donne pas plus de droits à celui qui les réclame dans les biens qu'il en aurait été s'il ne lui était pas accordé. Donc, ça ne donne pas une priorité hypothécaire, le fait d'être titulaire ou requérant dans le cadre d'une injonction de type Mariva. Ça gèle les biens qui ne sortent pas, par contre, dans l'intervalle du patrimoine là, du débiteur. Le point essentiel de l'action Mariva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort, quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu naturellement qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux. Souvent, dans ce type d'injonction-là, il y a une conclusion qui va viser la collaboration des tribunaux étrangers et qui vont faire en sorte, puisque l'injonction de type Mariva n'est pas propre au droit québécois, mais ils vont s'assurer de permettre l'exécution dans des juridictions étrangères. Toujours sur qu'est-ce qu'une injonction de type Mariva, la Cour d'appel, toujours dans l'affaire Malo, rappelle qu'il permet de geler les actifs entre les mains du possesseur, que ce soit le détenteur lui-même ou une tierce partie. Elle vise généralement les situations de fraude, de détournement, de dissipation d'actifs. Également, les conclusions d'une injonction de type Mariva font partie des ordonnances qui sont assujetties à la publicité des droits. Donc, à titre d'exemple, on pourrait publier le jugement ordonnant l'injonction Mariva au RDPRM ou au registre foncier. Maintenant, autre type d'injonction
l'injonction de type Anton-Piller. Qu'est-ce qu'une injonction de type Anton-Piller? C'est une ordonnance d'injonction interlocutoire qui est rendue toujours par la Cour supérieure, qui intime une personne à se laisser perquisitionner, de se laisser saisir, afin de protéger, de conserver des éléments de preuve qui, sans l'intervention de la Cour, risqueraient d'être détruits ou de disparaître. Évidemment, le but d'une injonction de type Anton-Piller n'est pas une partie de pêche dont l'objectif est de la recherche d'éléments de preuve susceptibles d'étayer la thèse de la demanderesse, comme nous le rappelle la Cour supérieure dans l'affaire des Sureau CPA et associés contre Bergeron en 2019. Il ne faut pas évidemment confondre avec un mandat de perquisition de saisie criminelle. L'objectif de l'injonction Anton-Piller, c'est de conserver la preuve. On voit ça beaucoup dans des questions de fraude commerciale, fraude en entreprise, concurrence déloyale, piraterie, contrefaçon. Un employé qui quitte avec le logiciel de soumission de l'entreprise chez son concurrent et on se rend compte de la fraude, on se rend compte que le concurrent, ben, par magie, soumissionne toujours plus bas. On voit dans le système informatique qu'il y a eu copie des données, etc. On va pouvoir utiliser l'injonction de type Anton-Piller pour aller saisir cette preuve-là avant qu'elle ne disparaisse. De quelle façon que ça fonctionne? Bien, présentation au disparté à huis clos. L'appel se fait ex parte sans signification possible en cas de rejet. Et un élément important dans tout dossier de type Anton-Piller, c'est la présence d'un avocat superviseur indépendant qui agit ou exerce les fonctions que l'article 2 de la loi sur le barreau lui confère. Donc, c'est une fonction publique qui va agir dans ce dossier-là à titre d'officier public, qui va être les yeux de la Cour. Donc, c'est un avocat indépendant chargé de superviser l'exécution de l'ordonnance. Vous allez à la Cour, vous obtenez une ordonnance d'injonction de type Anton-Piller, bien, ça va être suivi d'une perquisition dans les locaux du concurrent, dans les locaux de la personne visée, et l'avocat superviseur indépendant va s'assurer du bonne exécution et du respect à la lettre de l'ordonnance rendue par la Cour. Et c'est depuis au moins 2002 où la Cour d'appel, dans l'affaire Raymond Chabot, dans l'arrêt Raymond Chabot, a rappelé qu'il est préférable qu'un avocat indépendant qui n'appartient pas à la firme représentant le requérant d'une ordonnance Anton-Piller supervise l'exécution d'une telle ordonnance. Donc, si nous, Stein-Mona, notre bureau est en demande dans un recours de type Anton-Piller, il y a un bureau indépendant qui ne représente aucune des parties qui sera nommé pour agir à titre d'avocat superviseur indépendant. Donc, comme l'a rappelé la Cour suprême dans l'arrêt Célanès, la partie visée par une ordonnance d'Anton-Piller devrait bénéficier d'une triple protection parce qu'on s'entend que c'est une mesure très contraignante d'avoir à subir une saisie de type Anton-Piller. Donc, une ordonnance soigneusement rédigée décrivant les documents à saisir et énonçant les garanties applicables, notamment au traitement des documents privilégiés. Toujours avoir des conclusions que c'est des documents qui sont visés à titre d'exemple par le secret professionnel ou des secrets de commerce qui seront mis sous scellé par l'avocat superviseur indépendant dans l'éventualité d'un débat ultérieur qui sera fait devant la Cour sur l'admissibilité ou non en preuve de ces documents-là. Un avocat superviseur vigilant et indépendant des parties nommées par le tribunal, un sens de la mesure de la part des personnes qui exécutent l'ordonnance. En l'espèce, le juge des requêtes a fait remarquer que le rôle essentiel de l'avocat superviseur indépendant consiste, et c'est important, à veiller à ce que l'exécution de l'ordonnance Anton-Piller et de tout ce qui s'y rattache soit effectuée avec le plus grand soin possible et en tenant dûment compte des droits et intérêts de toutes les parties concernées. C'est un officier de justice qui est investi d'une très importante responsabilité à l'égard de ce recours extraordinaire. Si la propriété d'un document est contestée, comme on vient de dire, bien, la garde de ce document devrait être confiée à l'avocat superviseur indépendant ou aux avocats du défendant. Donc, les conditions à l'octroi, c'est un droit d'action prima facie, un commencement de preuves très solide ou très convaincant, un préjudice réel ou possible, très grave pour le demandeur, une preuve manifeste que le demandeur a sa possession des documents ou des biens pouvant servir de preuve, et la preuve qu'il est réellement possible ou probable que le demandeur détruise cette preuve avant qu'elle ne puisse être introduite une demande entre les parties. Une telle preuve se fait par le biais de déclaration sous serment de toute autre pièce pertinente et on peut aller jusqu'à un dépôt d'un cautionnement qui est de manière générale également nécessaire.
Évidemment, n'obtient pas une injonction de type Anton Peller qui veut. À titre d'exemple, dans l'affaire Jaoud contre l'Université Laval, un demandeur demandait une injonction de type Anton Peller afin d'obtenir une copie intégrale de son dossier scolaire, craignant que certains documents n'aient été modifiés après avoir été signés par un professeur. Et la Cour est venue dire, bien évidemment, le demandeur n'a pas convaincu le tribunal qu'en l'absence d'une ordonnance, il y a un risque que l'Université de Laval détruise ou falsifie son dossier. C'est des accusations graves en soi qui doivent être démontrées avec plus de certitude. Euh, le tribunal était d'ailleurs d'avis que le demandeur peut obtenir une copie complète de son dossier sur une simple demande au procureur de l'Université Laval. Au paragraphe 22, on dit également que le tribunal est bien fondé de présumer que l'Université Laval sait qu'elle n'a pas le droit d'altérer ni de faire disparaître des documents compris dans un dossier académique qui sont pertinents à un litige. Il y a toujours tous ces recours-là dont on parle avec vous aujourd'hui. Il y a un volet discrétionnaire de la Cour. Donc, on voit un exemple où ça a été refusé. Un exemple où ça a été accepté, c'est dans le dossier Arrivac. Donc, une ordonnance de type Anton Peller est rendue contre le directeur d'un laboratoire scientifique qui a utilisé des informations confidentielles qui appartenaient à l'employeur afin de lui faire une concurrence déloyale. Donc, la Cour dit il y a à première vue un droit d'action solide et la personne visée contrevenait ses engagements de non-concurrence, de non-sollicitation, de non-utilisation, de loyauté, d'exclusivité. Donc, dans un cas comme ça, qui est un cas assez classique, l'injonction de type Anton Peller a été accordée. Mise en garde intéressante qui a été faite toujours dans l'affaire Célanès de la Cour suprême, euh, on indique au paragraphe 30, au fur et à mesure qu'il est devenu plus facile d'obtenir de telles ordonnances, certains avocats ont commencé à prendre trop à la légère les très lourdes responsabilités qui imposent une ordonnance aussi draconienne. Ce n'est que dans des cas véritablement exceptionnels qu'un tribunal devrait permettre que la vie privée d'un concurrent ou d'une autre partie fasse inopément l'objet de l'atteinte massive résultant d'une perquisition organisée par des particuliers, comme l'a expliqué le maître des rôles Lord Dunning dans la première affaire Anton Peller. Nous sommes donc disposés à autoriser le maintien, l'ordonnance, mais uniquement dans les cas extrêmes où il existe un grave danger que des biens disparaissent clandestinement ou que des éléments de preuve cruciaux soient détruits. Donc, dans un recours, disons, plus ordinaire, où il y a des interrogatoires, de la divulgation de la preuve, des engagements, on n'obtiendra pas plus avec une injonction de type Anton Peller. Il faut vraiment être dans des cas extrêmes, fraude, disparition de la preuve. Il faut pas juste, il faut être capable de l'alléguer avec des faits précis dans des déclarations sous serment. Donc, on doit tenir compte de la nature extraordinaire, très attentatoire des ordonnances délivrées qui doivent être soigneusement rédigées. Donc, c'est ce qui complète pour la question de l'injonction de type Anton Peller. Je cède la parole à ma collègue pour l'injonction provisoire. Je vais tenter de faire un tour d'horizon rapide de l'injonction provisoire. Alors, c'est une mesure qui est conservatoire et qui, comme Mathieu le disait, l'injonction est un régime exceptionnel, mais l'injonction provisoire est l'exception de l'exception. Pour y faire droit, on le verra, il y a 4 critères à rencontrer. Le premier étant celui de l'urgence, et c'est une urgence qui doit être immédiate et apparente. Les tribunaux parlent d'une urgence 911, soit par exemple du besoin de recevoir une transfusion sanguine pour éviter le décès ou encore d'éviter un bulldozer de raser plusieurs arbres dans une forêt. Le préjudice n'a pas à être nécessairement matérialisé pour donner ouverture à l'injonction provisoire, mais la simple possibilité aléatoire ou hypothétique qu'un préjudice survienne ne suffit pas à l'obtention d'une injonction provisoire. Donc, généralement, l'injonction provisoire sera l'accessoire de l'injonction permanente, la première étape du dossier dans certains cas. Quelques mots sur la procédure. Elle a une durée maximale lorsqu'émise de 10 jours, mais elle peut être renouvelée. L'appel ne suspend pas l'exécution de l'injonction provisoire vu sa nature urgente. Elle pourrait théoriquement être entendue
ex parte, mais en pratique, les juges recommandent, voire exigent une transmission d'un avis à la partie visée à l'injonction ou à son avocat, voire même la signification. C'est d'ailleurs exigé dans les directives du district de Montréal. Elle est généralement accordée par le tribunal, mais un juge en son cabinet peut y faire droit. Et encore une fois, comme il y a urgence en matière d'injonction provisoire, les interrogatoires sur les déclarations sous serment seront rarement permis par la Cour. Outre l'urgence, les autres critères à rencontrer, l'apparence de droit, de démontrer une question sérieuse qui n'est pas frivole. Ce critère-là, il est peu exigeant. Et le préjudice sérieux ou irréparable, un préjudice qui ne peut pas être quantifié. Et enfin, la balance des inconvénients. Par rapport à l'urgence, effectivement, seuls les cas d'extrême urgence pourront donner ouverture à l'injonction provisoire et le préjudice n'a pas à s'être matérialisé, mais il doit être imminent qu'il survienne. Quelques mots sur l'affaire Trépanier contre Trépanier qui a comme trame de fond un litige entre actionnaires dans lequel le demandeur s'adressait à la Cour pour qu'elle interdise aux défendeurs d'exercer ou de prétendre exercer un vote prépondérant en cas d'égalité des voix lors des réunions du CA, que le défendeur cesse d'agir comme directeur général et qu'il subordonne ses décisions à celles du CA des sociétés. Ce qui est important de retenir dans cette affaire-là, c'est que le tribunal a rappelé le caractère très exceptionnel de l'injonction provisoire et comme le tribunal doit rendre une décision sur la base d'un dossier incomplet, il doit faire preuve de prudence avant de faire droit à une telle mesure d'urgence. Dans l'affaire Hill contre Blockstream Corporation, le demandeur requérait l'émission d'une injonction provisoire pour ordonner à la défendresse de lui transférer des bitcoins qui avaient été acquis lors d'un contrat de consultation entre les parties. Et là où ça a accroché dans cette affaire-là pour que le tribunal rejette la demande d'injonction, c'est au niveau du préjudice irréparable, étant donné que la valeur du Bitcoin, oui, était très volatile, mais elle pouvait quand même être quantifiée, ce qui, ultimement, pouvait donner ouverture à un recours en dommages d'intérêt, ce qui, par ailleurs, a été admis par l'avocat de la demanderesse. L'affaire McCrary contre Collège Jean-Eudes, les parents d'un adolescent saisissent le tribunal pour l'émission d'une injonction provisoire afin de permettre à leur fils de participer à la remise des diplômes de secondaire 5 qui a lieu le lendemain. Donc, clairement ici, selon la Cour, le critère de l'urgence est rencontré. Le critère du préjudice irréparable est également rencontré selon la Cour, puisque la cérémonie de remise des diplômes est un événement qui arrive une fois dans une vie et qui est très symbolique. Mais là où le bas blessait, c'était au niveau de l'apparence de droit. Donc, dans le domaine scolaire, lorsqu'une institution scolaire est visée, le tribunal peut intervenir seulement lorsque il y a eu mauvaise foi, par exemple, de l'école, donc dans des cas exceptionnels. Et la balance des inconvénients favorisait également l'école au nom de l'ensemble des élèves qui y étudiaient. Quant à l'injonction interlocutoire, maintenant, elle vise à maintenir le statu quo entre l'injonction provisoire et la permanente. Elle sert en quelque sorte de pont entre
la provisoire et le fond du dossier pour éviter de rendre inefficace l'injonction permanente. Elle est régie par l'article 511, elle est rendue en cours d'instance et il y a des déclarations sous serment qui sont déposées à son soutien, lesquelles peuvent également, en fait, les affiants peuvent faire l'objet d'interrogatoires sur de telles déclarations. À la Cour supérieure dans le district de Québec, il y a 2 dispositions dans la directive de la juge en chef qui prévoit que pour être entendu sur l'injonction interlocutoire, le dossier doit être complet. Alors, les déclarations sous serment doivent s'y trouver et les interrogatoires doivent être tenus le cas échéant. Les critères sont les mêmes que pour l'injonction provisoire, à l'exception du critère de l'urgence. Dans l'affaire groupe CRH contre Beauregard, permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure en première instance prononçant une injonction interlocutoire pour restreindre les chargements de camions sur une carrière de pierre. Et la Cour d'appel a rappeler que tout est une affaire de contexte et que l'octroi d'une injonction doit être juste et équitable selon les faits qui lui sont présentés. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, le premier critère les peu exigeant et le préjudice irréparable est celui qui ne peut faire l'objet d'une compensation monétaire. Et enfin, donc, la Cour a accueilli l'appel pour remettre les parties en état. Mathieu, maintenant, peut-être nous parler brièvement de ce qu'est l'injonction permanente. En fait, on le fait rapidement pour pouvoir se garder un peu de temps là, pour répondre aux questions. Donc, l'injonction permanente peut servir, entre autres, de support à l'exercice du pouvoir de contrôle de la Cour supérieure. Elle peut être utilisée pour éliminer une situation qui perdure, qui constitue une infraction à un règlement d'ordre public, une bonne définition là, de l'auteur Gervais. Donc, dépôt d'une demande, sujet au déroulement régulier des procédures contentieuses et sera prononcé lors du jugement définitif. Les critères à l'octroi, c'est l'existence d'un droit clair à l'égard de l'ordonnance sollicitée. Donc, le préjudice irréparable, la balance des inconvénients n'ont pas à être considérés. L'injonction permanente pourra être émise si le demandeur y a droit. Rapidement, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs lois particulières qui prévoient des mécanismes d'injonction, que ce soit la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il y a plus d'une cinquantaine de lois au Québec qui permettent d'avoir des injonctions s'il y a des manquements qui sont faits à la loi. Donc, c'est l'injonction permanente, c'est lorsqu'on y a droit. Vous allez voir dans le PowerPoint qui sera transmis suivant la formation, on parle également de l'ordonnance de sauvegarde qui peut être émise dans différents domaines. On n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais ça fait partie aussi des recours extraordinaires qui peuvent être émis par la Cour supérieure. Maintenant, il nous reste environ 10 minutes. Je passerai peut-être la parole à Maître Poitras pour les questions. Absolument, on en a déjà 2 qui sont apparus là, dans le questions-réponses. Alors, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment poser vos questions. Les dernières minutes sont vraiment consacrées à ça. Donc, premièrement, Maître Beauregard vous demande la différence entre l'utilisation du recours de type Norwich versus l'envoi d'un subpénat pour que la tierce partie envoie les informations recherchées. Donc, comment vous pourriez nous décrire la différence? Il y en a une, mais bon. Effectivement, en termes de l'envoi d'un subpénat, on va le voir dans le cadre d'une procédure régulière. Donc, exemple, à la veille d'un procès, on va transmettre une citation à comparaître pour obtenir des éléments de preuve qui seront dans les mains d'un tiers ou même à une partie dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Versus l'injonction de type Norwich, souvent, on n'a pas de partie de l'autre côté. Je ne peux pas viser. Je sais qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui diffame ma cliente, mais je ne sais pas c'est qui. Je n'ai pas l'information. La seule personne qui peut me donner l'information, c'est Facebook. Et Facebook, sur l'envoi, d'exemple, d'une citation à comparaître,
que je ne peux pas envoyer parce que je n'ai pas d'instance judiciaire, ne me répondra pas. Donc, ça prend vraiment dans des cas comme ça, où souvent le défendeur ou la partie qui fait le préjudice est inconnue, ben, ça me prend une injonction de type Norwich, une ordonnance de la Cour qui va être respectée par les parties visées. Oui, puis j'ajouterais aussi que pour des enjeux de confidentialité, les organisations vont généralement avoir besoin d'un jugement pour fournir l'information. Excellent. Donc, vous avez aussi dit un petit rappel à vos collègues qu'il ne fallait pas prendre à la légère l'utilisation de ces recours extraordinaires, que ça demande quand même une preuve assez substantielle. Donc, il y a Maître Cloutier qui nous dit qu'il est particulièrement difficile parfois de faire la preuve d'un préjudice réel du demandeur. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ben, en fait, Maître Cloutier a raison. Dans une Mhm. décision récente qui a été rendue par l'honorable Marie-Paul Gagnon dans l'entreprise Bertrand Roberge contre Giroux, où la juge a cassé une saisie de type Mariva, la Cour rappelle que pour faire la preuve d'un préjudice réel, c'est pas simplement des allégations, une interprétation des faits de la personne visée. Il faut que ça soit clair, objectif, appuyer, écrire, je pense que le défendeur tente de se sauver de l'exécution d'un jugement éventuel ne sera pas suffisant. Il faut décrire en quoi le défendeur a tenté de se sauver. Est-ce que il a vendu des biens? Est-ce qu'il a déménagé? Effectivement, de faire la preuve du préjudice réel, ce n'est pas évident. D'où l'importance de bien penser à sa procédure et des déclarations sous serment à son appui. Les juges savent qu'ils sont en face d'une preuve qui est de par nature incomplète, donc ça va être très important ce qui va se retrouver dans les déclarations sous serment au soutien de votre demande en injonction. Je suis le représentant de la demanderesse et tous les faits allégués sont vrais, là, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit détaillé, il faut mettre de la matière. Ouais, et évidemment, tout est une question de contexte et de faits propres à chaque dossier. Il y a certains dossiers qui peuvent s'y prêter plus que d'autres, là. Excellent. Bien, merci. C'est intéressant de voir que c'est vraiment des recours qui demandent vraiment toute la preuve nécessaire justement pour faire valoir les droits. Donc, il y a Maître Cloutier qui nous demande aussi protocole de l'instance dans les cas d'une injonction permanente. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle met avec un point d'interrogation? Donc, protocole de l'instance dans les cas d'une injonction permanente, est-ce que c'est possible? Ben, en fait, dans le cadre, si on y va vraiment avec un recours en injonction permanente, ça va être soumis au protocole de l'instance, OK. effectivement. Puis si on y va avec une injonction interlocutoire provisoire, ben, souvent les juges vont faire un peu de gestion en disant, là, je vais émettre l'injonction interlocutoire, je vais vous rendre une ordonnance de sauvegarde, mais voici les étapes que vous allez faire pour qu'on puisse entendre le plus rapidement possible le dossier. Les juges, du moins dans la division de Québec, tentent de faire sauter l'étape de l'injonction interlocutoire pour accélérer les dossiers. Mais si on y va vraiment avec une injonction permanente, demande en dommage intérêt, injonction permanente, on va être assujetti à un protocole de l'instance. Parfait. Question de Maître Charnes. L'injonction Norwich après jugement pour tenter de trouver des actifs. Est-ce possible? J'aurais tendance à dire que oui. Que ça pourrait être possible si, dans le cadre de l'exécution du jugement, on se rend compte que l'information pourrait être en possession de tiers. Je pense que ça serait possible effectivement d'aller de l'avant avec une injonction de type Norwich. Oui, mais si en fait les autres mesures d'exécution potentiellement ne sont pas efficaces, là. Donc, l'interrogatoire du défendeur, par exemple, ou des recherches faites par le huissier, je vois rien qui l'empêche non plus à première vue comme ça. Excellent. Autre question de Maître Cloutier. Quel est l'impact, selon vous, sur la demande d'injonction permanente si aucune demande provisoire ou interlocutoire n'a été demandée?
Ben, il n'y aura pas nécessairement d'impact en ce sens que, exemple, si vous demandez une demande en injonction permanente contre un voisin dont, je sais pas, l'écoulement des eaux fait en sorte que ça gruge votre terrain, puis c'est une situation qui perdure depuis quelques années, ben, tu sais, l'injonction interlocutoire provisoire serait de toute façon rejetée parce qu'on ne l'a pas pris dans un délai raisonnable. Donc, pas nécessairement d'utilité non plus d'avoir une injonction interlocutoire. Donc, on peut aller directement en injonction permanente en demandant de faire corriger l'écoulement des eaux. Fait qu'il n'y aurait pas, dans ce cas-là, exemple d'impact négatif de ne pas avoir pris de demande provisoire ou interlocutoire. Le juge, en théorie, du fond n'est pas lié par les jugements sur la provisoire et l'interlocutoire, mais encore une fois, s'il y a une question d'urgence puis que la provisoire n'a pas été émise, bien, il est possible que le jugement qu'on recherchait sur le fond soit inefficace. OK, excellent. J'avais peut-être mal compris la question, mais effectivement, la réponse de Victoria est tout à fait adéquate. Bien ajouté. On a quelques autres questions qui arrivent. On a encore un peu de temps. Donc, Maître Ouellet vous demande, l'injonction Mareva doit-elle être rédigée contre l'institution financière? Où sont les comptes bancaires du défendeur? En fait, si on ne connaît pas, tu sais, je prends l'exemple du dossier de la SQI, la Norwich va viser les institutions financières parce que c'est à eux qu'on va vouloir obtenir l'information, mais la Mariva va viser la personne qui détient les comptes, donc ça viserait la personne et non l'institution financière. Mais évidemment, à partir du moment où on obtient une injonction Mariva qui vise des comptes bancaires, on va aviser les procureurs de l'institution financière pour s'assurer de l'exécution du jugement. On va minimalement en faire signifier une copie pour qu'ils sachent que ces comptes-là font l'objet d'une décision judiciaire. Parfait. Maître j'espère que je le prononce bien, le Riahi. Bonjour, comment on peut distinguer l'injonction interlocutoire? Non, attendez. Comment on peut distinguer entre injonction interlocutoire ou même provisoire avec la demande de sauvegarde? Donc, Bien, en fait, j'irai, puis Mathieu, tu compléteras au besoin, mais c'est deux recours de même nature, mais qui visent des buts différents. Donc, l'objectif de l'injonction, c'est de rétablir l'équilibre entre les parties, alors que l'ordonnance de sauvegarde, c'est pour maintenir le statu quo. OK, parfait. Puis une dernière question, est-ce qu'une injonction Norwich peut nous éviter une demande à la commission d'accès à l'information? J'aurais tendance à dire non. En fait, s'il y a d'autres recours possibles et que puis là, chaque cas est un cas d'espèce, mais s'il y a d'autres recours possibles, dont une demande à la commission d'accès à l'information, ben, on vient à la question de l'épuisement des recours. Donc, il y a une possibilité que la Cour dise, ben, vous aviez un autre recours possible, donc avant que j'émette une demande de type Norwich, qui est une mesure exceptionnelle, ben, vous avez le loisir de vous adresser à la demande d'accès à l'information, donc de vous faire une demande d'accès à l'information, passer par ce mécanisme-là. Là. Puis, je reviendrai peut-être, Anne-Marie, là, à la question précédente aussi sur la question de la différence entre la sauvegarde et l'interlocutoire. Exact. La sauvegarde procède sur un dossier qui est plus incomplet que l'interlocutoire et peut servir également entre la provisoire et l'interlocutoire à maintenir les droits, en fait, le statu quo, l'équilibre entre les parties. Excellent. Bien, écoutez, j'ai un commentaire qui dit excellente présentation, beaucoup d'informations, beaucoup de matière. Heureusement, on aura accès à votre PowerPoint. Donc, à tous les participants, vous allez recevoir le PowerPoint ainsi que votre attestation de participation à cette boîte de conférence. Merci, vraiment. Je pense qu'on aurait pu continuer. Victoria, vous me disiez que généralement, c'est 1h15, votre formation. On aurait pu continuer, mais peut-être que vous pourrez revenir lors d'une prochaine, nous parler spécifiquement d'un de ces recours. Bref, on pourra ouvrir la discussion ensemble et voir la suite. Mais merci de votre générosité. Merci d'avoir répondu à toutes les questions des
participants. Et laissez-moi prendre un moment avant de clore la webconférence pour vous parler de notre soirée organisée par la Fondation, une soirée droit et théâtre qui aura lieu le 7 mai prochain au théâtre Jean Duceppe. En fait, cette pièce, inspirée du livre écrit par Jean-Philippe Barry-Guerrard, la pièce royale aborde les sujets de l'anxiété et de la détresse psychologique des étudiants en droit. On se rappelle tous de notre passage à la faculté. Alors, la communauté juridique sera invitée à se réunir pour signifier l'importance de s'occuper de notre santé mentale et surtout celle des plus jeunes d'entre nous. La billetterie sur le nouveau site de la Fondation sera ouverte d'ici quelques jours et nous pouvons déjà compter sur la collaboration des jeunes barreaux de partout au Québec pour diffuser l'information auprès de leurs membres. Alors, on vous attend en grand nombre. Ça serait une façon, en fait, de reconnaître l'importance de la santé mentale de nos membres et puis d'être ensemble pour une belle soirée théâtre à la compagnie théâtrale Jean Duceppe. Alors, en terminant, si vous avez des sujets de webconférence, vous n'hésitez pas à nous faire signe et à nous écrire. Puis merci encore de votre participation à tous. Nous avions plus de 130 personnes présentes tout au long de votre conférence à tous les deux. Donc, merci Victoria, merci Mathieu, et puis à une très prochaine. Merci à tous. Merci Merci pour pour l'invitation. l'invitation.